Assalamu alaikum. Cheikh Abdelaziz, bonjour. مرحبا بك المدرسة العليا تاع النفع. Bienvenue donc à l'école supérieure de son gestion à M. Kaoul Abdelaziz, qui est un spécialiste des assurances, longue expérience dans le domaine des assurances dans le secteur public en Algérie. Il nous fait une conférence aujourd'hui sur ce secteur en présentant surtout et en insistant surtout sur le développement du secteur, les perspectives éventuellement d'employabilité, d'emploi pour les étudiants sortants et leur permettre d'avoir une petite visibilité sur le marché du travail. Donc, marhaba aussi pour nos étudiants, bienvenue à nos étudiants qui nous suivent sur Google Meet. Et donc, cette conférence sera suivie éventuellement de questions sur le site internet, sur Google Meet ou là, en présentiel, ici même à l'école. Donc, بالنيابة عن مدير المدرسة مرة أخرى بمحاضرة الأستاذ كاوول عبدلاziz فليتفضل لتقديم هذه المحاضرة حول التأمين الجزائي. تفضل أستاذ. Shukran. Merci pour cette présentation. Je rajoute simplement que pratiquement toute ma vie professionnelle, je l'ai passée dans les assurances. Et n'hésitez pas à poser des questions, même en dehors de l'intervention. L'intervention que j'essaie de présenter aujourd'hui, elle est faite dans un souci très simple, c'est votre avenir. Vous avez fait des études et on sait très bien que l'horizon est un petit peu bougé. Mais moi, je vous dis, c'est par manque de communication. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nos jeunes, mais malheureusement, à cause de certaines réglementations, à cause de certaines pratiques, les gens n'ont pas connaissance des concours, n'ont pas connaissance des modalités, par exemple, de recrutement de certaines entreprises. J'essaierai dans mon intervention de vous donner quelles sont justement les opportunités à saisir dans le secteur des assurances, qui est celui que je connais le mieux. En premier lieu, je me présente rapidement. J'ai eu ma licence en 1979. Donc, de 1979 à 1997, DAF, j'étais chef de département administratif et financier au niveau de la SA à Annaba. On était chargé à l'époque de faire démarrer la nouvelle direction régionale de Annaba. Alhamdulillah, on a réussi et elle existe jusqu'à maintenant. Après, vous voyez, j'ai fait de tout, j'ai fait AGA pendant 2 ans, et directeur régional, et j'ai terminé au niveau des assurances ma carrière comme directeur régional pour l'Est algérien de l'audit. Je suis aussi formateur, consultant auprès de beaucoup d'instituts en matière de comptabilité, comptabilité des assurances, audit, contrôle de gestion et risk management et assurance, bien sûr. Alors, je vais vous faire en premier lieu une présentation vraiment sommaire. On n'a pas peut-être l'habitude de cette présentation. C'est des assurances, mais qu'est-ce qu'elles nécessitent, les assurances, justement, comme, si vous voulez, cette activité est vraiment particulière et elle a besoin de compétences. Quelles sont les compétences dont a besoin, justement, ce secteur des assurances? Premièrement, on va voir quelles sont les particularités, justement, de cette activité. C'est une prestation de service. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de produits qui sont tangibles. On est en train de vendre quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est pour ça qu'il faut des compétences un peu particulières, surtout en matière de marketing, en matière de vente. Donc, il n'y a pas de gestion de stock, il n'y a pas d'approvisionnement, il n'y a pas, si vous voulez, des équipements industriels.
tout ce qu'on est nécessaire, c'est tout simplement, si vous voulez, c'est des compétences, c'est des gens qui savent vendre. Ça, c'est pour l'activité principale. C'est aussi une technique particulière, c'est la solidarité par la mutualité. C'est une des meilleures définitions des assurances. Solidarité, parce que ça fait intervenir beaucoup de gens. Comment on fait jouer cette solidarité? C'est par la mutualité, c'est réunir des gens autour d'un même objectif qui est justement réparer des dommages en cas de survenance d'un événement. Alors, toujours dans les particularités, les entreprises d'assurance ont un réseau de distribution qui est très particulier. C'est des agences, on appelle les agences directes, des agents généraux, des courtiers, banques d'assurance. Et il y a encore d'autres possibilités, c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer qu'il y a des opportunités qui n'ont pas encore démarré. Il y a aussi des vendeurs normalement indépendants. Ils n'existent pas encore en Algérie. C'est le contact direct avec les clients. Ça, c'est comment on ramène, si vous voulez, le chiffre d'affaires de ces compagnies d'assurance. Une des caractéristiques aussi qui est très importante, cette activité, elle est très réglementée et elle est très contrôlée. Pourquoi? C'est très simple. Le contrat d'assurance, parce qu'on travaille sur un contrat, c'est un contrat d'adhésion. Que veut dire, les juristes le connaissent, que veut dire un contrat d'adhésion? Je vais vous donner un petit peu ma définition. C'est une partie qui fixe les conditions et l'autre partie adhère ou pas. Le seul choix qu'on lui laisse, c'est est-ce qu'elle va adhérer ou pas aux conditions qui sont fixées. C'est le cas du contrat d'assurance, mais malheureusement, on donne à celui qui a le plus grand des moyens de fixer des conditions d'assurance. C'est la compagnie d'assurance qui fait le contrat et l'assuré, il accepte ou il n'accepte pas. C'est le seul choix qu'on lui laisse. Mais simplement, il y a une réglementation. La compagnie d'assurance ne peut pas sortir de cette réglementation et il y a un contrôle très strict. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas laisser celui qui est fort imposer sa loi. Donc la réglementation, elle est là pour défendre généralement l'assuré. Les frais de gestion des entreprises d'assurance sont constitués essentiellement de salaires. C'est pratiquement si vous voulez, d'une manière générale, pour 100 dinars de primes encaissées, 70 dinars vont servir au remboursement des dommages, paiement des sinistres, et 28%, c'est les frais de gestion. Ces frais de gestion, à 90%, c'est à peu près, si vous voulez, les frais du personnel. Parce que c'est un secteur qui prend beaucoup de gens, c'est surtout ceux qui sont versés dans la vente, dans le marketing. Toujours les caractéristiques. Quelles sont la branche d'activité? Que veut dire une branche d'activité? Elle diffère selon le genre de risque couvert. Il y a des compagnies d'assurance dommage qui diffèrent des compagnies libres. Je fais un petit historique, je ne vais pas très loin. Jusqu'en 1989, il n'y avait que des compagnies d'État. En 1962, à l'indépendance, toutes les compagnies d'assurance qui existaient en Algérie ont pris bagage et ont disparu. Donc, si vous voulez, l'État, en premier lieu, elle a créé la CAR, Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance. C'est elle, la compagnie nationale d'assurance en Algérie. Et elle a créé en même temps une compagnie mixte algéro-égyptienne qui est la SA. Et c'était ces deux compagnies qui ont fait démarrer les assurances en Algérie, qui ont, si vous voulez, continué l'activité d'assurance en Algérie. Jusqu'en 1975, où il y a eu le socialisme,
qui dit socialisme, c'est le monopole. Et le monopole, ça veut dire une seule entreprise. Une seule entreprise, malheureusement, dans le secteur des assurances, il y en avait deux. Parce qu'entre-temps, la SAA, elle a été nationalisée. Elle est devenue à 100% algérienne. Et il fallait faire un monopole. Le monopole, la CAR, elle a pris les risques industriels, c'est le plus important, et la SAA lui a donné les risques simples. Et on a travaillé comme ça jusqu'en 1989, où il y a eu la loi sur l'autonomie des entreprises. Donc la loi sur l'autonomie des entreprises, on a enlevé le monopole, on a enlevé le socialisme, et on a instauré, entre autres, le commissaire aux comptes, le contrôle de l'État, etc. C'est devenu des entreprises, sociétés par action, justement, qui obéissent aux règles de commercialité. Entre-temps, il y a eu beaucoup de compagnies qui ont été créées, parmi elles la CAT, qui, si vous voulez, issue de la CAR. C'est la CAR qui a pris toute son activité transport et elle a créé avec cette activité une compagnie, et la CAR. Tout ça pour arriver à la loi 9507. Toute activité d'assurance est gérée par cette ordonnance, l'ordonnance 9507, qui gère toute l'activité. Cette loi, elle avait des carences, des dysfonctionnements, il y avait des choses qui manquaient. Et il y a eu la loi 0604 qui est venue compléter et modifier certains articles. Et parmi ces articles, ils ont fait justement cette séparation entre compagnie dommage et compagnie vie. Le but essentiel, c'était l'assurance vie, l'assurance de personnes. C'était le parent pauvre des assurances. Et par cette séparation, l'État voulait que ça se développe. Parce qu'à l'époque, en 2006, les assurances de personnes ne représentaient que 6% du chiffre d'affaires des compagnies d'assurance. Et pour vous donner un titre d'exemple, en Égypte, les assurances vie constituent plus de 50% du chiffre d'affaires des compagnies d'assurance. Et c'est ce qui a été fait en Algérie. Maintenant, il y a plusieurs compagnies qui ne font que l'assurance vie. Donc, chaque compagnie d'assurance peut exploiter une ou plusieurs, c'est-à-dire toutes les branches, mais branches d'assurance dommage ou vie. Une compagnie, par exemple, qui est assurance de dommages, qui veut faire des assurances de personnes, elle doit créer une filiale, et cette filiale ne va faire que des assurances de personnes. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'on va voir dans le réseau de distribution, l'agent général, c'est-à-dire la distribution, il va justement faire soit des assurances dommages, soit des assurances vie. S'il veut faire les deux, les conditions sont pratiquement doublées. Donc, compagnie d'assurance diffère selon leur structure juridique. Bon, entreprise commerciale, anonyme ou nationalisée, ou en société mutuelle. Je vous donne rapidement, en société commerciale, c'est-à-dire que les tarifs sont fixés à l'avance, et si jamais les primes, on parle de primes, je vous rappelle, c'est des primes qu'on encaisse, le suffisement, c'est une perte pour l'entreprise. Au contraire, les mutuelles, c'est des tarifs qui sont généralement très bas, mais normalement, ce n'est destiné qu'à une catégorie de personnes. Par exemple, la mutuelle agricole, elle est destinée aux agriculteurs. La MATEC, parce que la MATEC, elle a été pratiquement dissoute avant, mais elle était destinée aux travailleurs de l'éducation et de la culture. Donc, que ce soit pour un secteur d'activité bien précis, c'est pour ça que les primes sont très bas. Mais si jamais ça ne suffit pas pour payer toutes les indemnités, l'entreprise, elle est en droit de demander un complément de primes, justement, pour compenser l'insuffisance des provisions pour les sinistres à payer. Petite parenthèse, il y a une nouvelle loi. Il y a actuellement une loi qui va faire démarrer ce qu'on appelle une mutuelle sociale. Une mutuelle sociale, c'est quoi? C'est pratiquement les œuvres sociales, mais c'est surtout l'assurance santé.
C'est une nouvelle réglementation. Et ceux qui travaillent dans cette mutuelle sociale ne sont pas payés. C'est des travailleurs, par exemple, de l'université. Et on va créer une mutuelle sociale. On peut le faire avec d'autres entreprises, avec d'autres structures. Et le but, c'est de donner à leurs travailleurs des soins, par exemple, lunetterie, tout ce qui est denticien, etc., avec une participation vraiment très, très basse. Et surtout, une retraite complémentaire. Mais la loi n'est pas encore mise en application et c'est la prochaine étape, c'est dans les perspectives justement. Et il faut des professionnels, il faut que ce soit des gens qui connaissent bien les assurances parce qu'ils vont entrer en contact avec des compagnies d'assurance pour choisir un contrat et pour couvrir les adhérents de la mutuelle sociale. Donc, la taille de l'entreprise, l'organisation et surtout le réseau commercial d'une grande entreprise diffère de celui d'une entreprise de moindre envergure. On parlait tout à l'heure avec le Dr Lala de AXA, qui est une compagnie française installée en Algérie. Et j'aimerais bien vous donner une petite historique justement de AXA. AXA, c'était une mutuelle. Et la caractéristique de cette mutuelle, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de frais de gestion. C'est la caractéristique de... Et avec ça, elle a réussi à se constituer des provisions de sommes énormes. Et grâce à ça, elle a réussi à absorber l'UAP, qui était la première compagnie française d'assurance. L'UAP a été absorbée par AXA, qui est devenue une des plus grandes compagnies d'assurance au niveau mondial. Donc, l'organisation, la taille de l'entreprise, elle est très importante parce que, on parlait tout à l'heure de la mutualité, plus l'échantillon que vous prenez, parce que les assurés de la compagnie, c'est un échantillon d'une population totale. Puis vous prenez l'échantillon, il est grand, c'est la loi des grands nombres, la loi de Bernoulli, plus, si vous voulez, les chiffres se rapprochent des informations théoriques. Et si vous avez un échantillon qui est moindre, vous êtes obligé d'appliquer un coefficient justement pour corriger une certaine erreur parce que votre échantillon n'est pas assez important. Il est préférable de faire jouer la mutualité entre un nombre très important de personnes. Je vous ai dit que la présentation n'est pas orthodoxe. Je fais une présentation, c'est pour vous donner une autre idée des compagnies d'assurance. Quelles sont les fonctions classiques d'une entreprise d'assurance? C'est pratiquement les mêmes fonctions que les grandes compagnies. Ne les empêche pas cependant de disposer d'une manière générale d'une organisation traditionnelle. C'est une organisation traditionnelle au même titre que les autres compagnies, c'est-à-dire que vous allez avoir les principales fonctions. Vous avez bien sûr une fonction technique. C'est la première. C'est quoi cette fonction technique? C'est la production, parce qu'il y a beaucoup de gens, on parle de l'industrie des assurances. Il y a une production. Cette production, il y a aussi, si vous voulez, l'autre produit, c'est quoi? C'est les sinistres qu'on doit payer. Donc, si vous voulez, c'est cette fonction qui est technique. Il y a la fonction financière. Premièrement, les compagnies d'assurance brassent des sommes d'argent inimaginables. Et cet argent, il est à la disposition de la compagnie, il ne lui appartient pas. Et elle est obligée de le faire fructifier. Tout cette fonction financière, c'est les placements et tout. Donc, il y a deux fonctions financières très importantes. Gérer l'argent qu'on a. Et deuxième chose, faire fructifier cet argent qui est mis à la disposition des compagnies d'assurance. Vous avez la fonction commerciale aussi, qui est très importante. C'est le marketing, c'est comment vendre. Et vendre, pas comme ce qui se passe actuellement, c'est au meilleur prix. La fonction administration, bien sûr, il faut gérer tous les biens de l'entreprise. La fonction informatique,
qui, elle, un peu, si vous voulez, elle existe un peu dans toutes les autres fonctions. Elle n'est pas vraiment autonome, mais elle existe dans toutes les autres fonctions. Enfin, la fonction planification et contrôle de gestion. Donc, vous voyez que les compagnies d'assurance ont besoin vraiment de compétences, et de compétences très vastes, très variées. Ils ont besoin de financiers, ils ont besoin de juristes, ils ont besoin de marketing, spécialistes marketing, ils ont besoin de DRH, des gens qui vont gérer justement les ressources humaines. Donc, les compagnies d'assurance ont besoin de beaucoup de compétences, et surtout dans le réseau de distribution. Donc, le groupe de production, la fonction technique, production, sinistre, la répartition, division des risques. C'est quoi? C'est rapidement la répartition, division des risques. Parce que font les compagnies d'assurance? Parlent toujours du risque. Qu'est-ce que c'est que l'assurance? C'est un risque et elle va faire jouer la mutualité. Elle va répartir ce risque entre plusieurs personnes. Elle va répartir ce risque géographiquement sur plusieurs régions. Donc, il y a plusieurs techniques de répartition du risque. Parmi elles, il y a la réassurance. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est l'assurance des assurances. Oui, c'est une définition, mais ce n'est pas seulement ça. La réassurance, c'est l'assureur de l'assureur. Si vous voulez, ça permet à l'assureur d'avoir une capacité de souscription qui est énorme. L'exemple que je donne toujours, comment une compagnie, par exemple, aussi importante soit-elle, comme la SAA, va assurer, par exemple, le Hajjar contre l'incendie. Si jamais il y a un incendie total, le chiffre d'affaires et tout ce qu'elle a comme bien ne suffira pas à payer le Hajjar. Alors, comment c'est possible? C'est grâce justement à cette répartition et cette division du risque. Division du risque, c'est la co-assurance, c'est 2 ou 3 compagnies qui vont prendre un même risque et se le partager. L'assuré n'a pas à connaître les autres, il connaît son principal assureur, qu'on appelle l'appériteur. Je vais rapidement vous expliquer Donc vous voyez, on est en train d'entrer de plus en plus dans le secteur des assurances. La fonction principale, c'est la production. C'est-à-dire, c'est faire du chiffre d'affaires. Donc, l'assurance, comme son nom le dit, elle couvre des risques. La définition du risque, c'est vraiment important parce que la perception du risque par l'assureur, elle diffère de celle de l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Mais c'est des risques de management. C'est des risques pour justement atteindre un but, pour faire le chiffre, pour des bénéfices que d'autres n'ont pas pu faire. Qui réussit, c'est celui qui prend des risques. Celui qui ne prend pas de risques ne réussit pas. Et ça, c'est des risques de management. L'assurance, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend en charge les risques naturels, si vous voulez, les risques pour lesquels on ne peut rien faire. L'entreprise va réduire les risques, va les combattre, mais il y a des risques qui vont rester. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transférer par un contrat juridique les risques de l'entreprise à l'assureur. C'est ça, si vous voulez, notre définition de l'assurance. Donc, vous avez une grande entreprise, elle a des risques, et c'est pour ça qu'on dit toujours, on le verra plus tard, c'est quoi la GAI? C'est surtout le conseil. C'est le spécialiste du risque, il connaît justement les risques de l'entreprise, les risques des personnes, et son activité principale, surtout le courtier ou l'AGA, c'est surtout le conseil, expliquer les assurances aux assurés. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Pour bien expliquer, il faut déjà maîtriser ce métier, parce que c'est vraiment un métier, être un vrai assureur et être capable de répondre au maximum de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on répond quand même au maximum de questions de l'entrepreneur, bien sûr. Donc, j'avance encore rapidement. L'assureur doit, premièrement, déterminer les caractéristiques des risques à couvrir. Il ne faut pas hésiter à faire appel à un expert. Ça dépend du risque que vous allez prendre. Et c'est un des métiers, si vous voulez,
qui gravitent autour de l'assurance. On verra plus tard que l'assurance fait appel à beaucoup de compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des compétences qui sont intégrées dans l'entreprise elle-même, comme salarié ou comme intermédiaire, mais il y a aussi d'autres compétences qui gravitent autour de la compagnie d'assurance, c'est les différents experts. Si je fais une assurance maritime, j'ai besoin d'un commissaire d'avarie. Si je vais assurer une usine, j'ai besoin d'un expert industriel. Si je fais de l'automobile, j'ai besoin d'un expert pour déterminer les dommages du véhicule. Donc, tout ça, c'est des activités qui, et ça, si vous voulez, c'est des compétences. Plus le nombre est grand, plus les compagnies d'assurance, ça les intéresse et il faut que ce soit sur le territoire national. Déterminer bien sûr les conditions de couverture, fixer la tarification de ce risque, fixer les franchises, tout ça, c'est des, si vous voulez, c'est des termes d'assurance. La tarification des assurances de manière générale, elle se fait par des actuaires. C'est une spécialité qui est méconnue en Algérie. L'actuariat, c'est quoi l'actuariat? C'est une discipline rattachée aux mathématiques. C'est des mathématiques, probabilités, statistiques appliquées au secteur des assurances. Et ces actuaires, c'est par des modèles, et ils vont, malheureusement, ils travaillent au niveau des sièges d'entreprise. Ce n'est pas au niveau d'un NAPA, par exemple. Et c'est eux qui vont déterminer, par des formules, etc., les tarifs des différents risques. Par exemple, si vous voulez le tarif incendie, pourquoi on va déterminer un taux, par exemple, de 3 pour 1000? Ça a été déterminé par des actuaires. Donc, la tarification, les franchises, c'est quoi? Les franchises, c'est la part que laisse l'assureur à la charge de l'assuré. C'est pour moraliser l'assurance. Il ne faut pas que les gens disent « je suis assuré, je n'ai pas de problème, je vais à l'avant ». On assure que s'il prend le maximum de précautions, il faut qu'il réduise le risque au maximum. Et l'assurance vient en complément. Donc, l'assurance aussi a un rôle moralisateur. Et comment on le fait? C'est par ce jeu de franchise. Et il permet aussi de réduire, si vous voulez, certains sinistres qui ne seront pas pris en charge par les assureurs. Et mettre des propositions d'assurance, bien sûr, négociation, répartie divisée des risques, émission, réalisation des contrats. Tout ça, c'est très technique. Je n'entre pas dans le détail. C'est le but, pourquoi je vous dis ça, c'est pour vous montrer les compétences après dont on a besoin. Je vais vous montrer la réalité de ce qui se passe actuellement sur le terrain et quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous, justement, dans ce contexte. Alors, vérification et contrôle, gestion du portefeuille, création et mise à jour des tarifs, kit de souscription, tout ça, ça rentre dans l'activité. La fonction indemnisation, c'est pour moi la partie principale de cette assurances. Il ne faut pas voir simplement production, c'est-à-dire avoir des primes. Le plus important, c'est payer les sinistres des assurés. Si vous voulez avoir le maximum de clients, il faut s'occuper de cette fonction. En premier lieu, il faut payer le maximum de sinistres survenus. Et le vrai client, c'est celui qui dit « je vais aller à la compagnie qui paye mes sinistres ». Malheureusement, ce qui se passe actuellement, quelle est la compagnie la moins chère? C'est une assurance d'Al-Boulissi. Ça, c'est la triste réalité. C'est pas parce que, si vous voulez, par certaines pratiques, maintenant, si vous voulez, l'assurance est assimilée à un impôt. C'est comme un impôt complet. Ce n'est pas un impôt. C'est un choix et il faut savoir choisir, il faut avoir la culture de l'assurance. Et c'est pas, elle ne peut venir que par des explications, par ce genre de séminaire. Donc, analyser les déclarations de sinistre, éventuellement complétées par une inspection, une enquête ou une expertise. Déterminer si l'événement est couvert par le contrat d'assurance ou pas, bien sûr. Évaluer le montant des dommages. Évaluer le montant des dommages, ça c'est le rôle des experts. Et toute activité, il y a des gens, parce que l'assureur ne peut pas tout connaître. Si je suis un gestionnaire de sinistre, je vais faire appel à des experts pour
nous déterminer le montant des dommages. Si l'affaire va passer en justice, je vais faire appel à un avocat et agréé pour défendre les intérêts de l'entreprise. Donc, vous voyez, tout autour de la compagnie d'assurance, il y a beaucoup de compétences, justement, qui interviennent. Donc, ça, c'est la fonction sinistre. Rapidement, la fonction commerciale, bien sûr. C'est Dr Lahla, spécialiste du marketing. La fonction commerciale, elle englobe le développement des ventes, assurer le développement des souscriptions, les contrats d'assurance et les études de marché, l'étude de la définition de la mise au point de produits nouveaux et l'étude des procédés nouveaux, l'établissement de stratégies commerciales. Ça, on enseigne à l'université. Avant, je vous le dis une chose, avant le secteur des assurances, il était pratiquement vierge. Il n'était pas vraiment exploité. Je vais vous donner les chiffres actuels, il est toujours vierge. Il n'est pas encore exploité bien comme il faut. Et comment on peut se développer? C'est grâce au marketing, à des stratégies qu'il faut mettre en place et pour chaque compagnie. Et malheureusement, actuellement, les stratégies des compagnies, des nouvelles compagnies, c'est prendre le chiffre d'affaires des autres. Et c'est une bonne stratégie quand ça paye. Mais moi, je préfère qu'on exploite ce qui n'est pas encore exploité. Et c'est des opportunités qui s'ouvrent à beaucoup de gens. Mais malheureusement, on ne met pas, justement, si vous voulez, on ne développe pas réellement ces produits. Donc, vous voyez, en matière de marketing, il y a encore beaucoup de choses à faire. La fonction administration, bon, c'est gérer le patrimoine de l'entreprise de manière générale, les moyens matériels, les ressources humaines, bien sûr, et c'est surtout le patrimoine de l'entreprise, la sécurité et l'entretien. La fonction financière, premièrement, elle est comptable, donc on a besoin de beaucoup de comptables, et elle est aussi financière, parce que les compagnies d'assurance travaillent surtout avec des provisions. C'est quoi des provisions? C'est très simple. Moi, je fais un accident, la loi m'oblige, pour chaque dossier déclaré, je dois constituer une provision. Que je dois mettre de côté, et elle doit être représentée à l'actif du bien par des biens, par un actif. Et il faut que l'actif soit supérieur aux engagements faits par la compagnie. Ça, c'est des règles. Et il y a même ce qu'on appelle le seuil de solvabilité, des marges de solvabilité qu'on doit calculer. Et si cette marge n'est pas assez élevée, on peut même dissoudre l'entreprise et désigner un liquidateur de l'entreprise. Il y a toute une réglementation qui est définie pour les compagnies d'assurance pour ça. Donc vous voyez, elle a besoin de comptable, elle a besoin de financiers. La comptabilité, je vous le dis dès maintenant, de moins en moins. Avant, vous avez besoin d'un comptable par agence. Mais maintenant, avec l'informatique, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, c'est une très bonne chose. L'informatique, c'est des logiciels. Pratiquement, la comptabilité, elle est faite automatiquement. Les écritures comptables sont générées automatiquement et on n'a plus besoin de comptables qu'au niveau des directions régionales. Donc, si vous voulez, avant, le nombre de comptables au niveau de l'entreprise était très important, mais maintenant, il s'est réduit de plus en plus. Et ils sont versés, les anciens comptables sont versés dans le marketing. Donc, il y a, si vous voulez, c'est pour changer par la formation le profil des comptables pour qu'ils deviennent marketing. Et ce n'est pas facile, un comptable pour qu'il devienne un vendeur. Le docteur Lahla peut vous le dire, ce n'est pas une chose facile. Mais on aura besoin de compétences, mais de haut niveau, en matière de comptabilité. Et en matière financière surtout. Enfin, l'informatique, elle est pratiquement dans toutes les fonctions. Actuellement, on a besoin, tout le monde travaille avec l'informatique. Et la fonction planification et contrôle de gestion. Donc, l'animation du processus de fixation des objectifs,
c'est le contrôle de gestion. On a le plan, le budget, les outils de stimulation, les propositions de scénarios, etc. Et tout ça, c'est pour la projection, bien sûr, à long terme et des stratégies d'entreprise, de développement, etc. Donc, vous voyez qu'on a besoin de compétences dans ce domaine. Enfin, l'analyse des éléments de pilotage, c'est le tableau de bord, suivi budgétaire, comptabilité analytique, etc. La comptabilité des assurances, elle est aussi analytique. Les comptabilités spécifiques, et elle ne peut être qu'analytique parce qu'elle est financière. Pour certaines branches d'assurance, ces branches-là ne peuvent pas être déficitaires. C'est un problème de solvabilité, et la solvabilité, c'est le maître mot d'une compagnie d'assurance. Enfin, la conception des évolutions des systèmes de contrôle de gestion. Et surtout, quel est le contrôle interne qu'il doit mettre, quel est le dispositif de contrôle interne qu'il faut mettre en place. De manière générale, le contrat d'assurance est régi par l'ordonnance 95-07 du 25 janvier, ainsi que l'ordonnance 75-58 qui porte code civil. Il impose aux parties contractantes des obligations et leur confère des droits, bien sûr. Il est constitué par des conditions générales, des conditions particulières et des conventions spéciales. Pour les juristes, les conventions spéciales ne peuvent pas être contraires aux conditions générales et elles-mêmes, ces conditions générales, ne peuvent pas être contraires à la loi. Ça, c'est un des principes juridiques qu'il faut connaître. L'émission des contrats. Alors, les souscriptions de contrats, ils se font au niveau du réseau. C'est quoi? C'est le réseau de distribution. On a premièrement les agences directes. C'est des agences où il y a des salariés de l'entreprise rattachés directement à l'entreprise. On a fait une petite expérience qui s'est soldée malheureusement par des problèmes. Ça n'a pas abouti, on a refait marche arrière. On a fait ce qu'on appelle des agences concédées. C'est-à-dire que les entreprises d'assurance ont concédé leur agence au personnel de l'agence. Et l'agence est payée en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Elle touchait une commission, mais à cause de certains problèmes, il y avait des agences qui ont très bien marché, mais la majorité des agences ne touchaient plus que 900 dinars par mois. Donc c'était contraire à la loi et on a fait remarche arrière. Maintenant, il n'y a que des agences directes, c'est des agences avec des salariés de l'entreprise. On a aussi les agents généraux d'assurance. On va les voir, ils sont régis par la loi, ce qu'on appelle l'AGA. Globalement, c'est quoi? C'est une profession libérale, au même titre que l'avocat, au même titre que le médecin. Et la particularité, ils vendent les produits d'une compagnie d'assurance. Ils ne peuvent pas vendre, par exemple, le même produit de deux compagnies différentes. Pour un même produit, il faut que ce soit une compagnie d'assurance. Généralement, c'est le représentant d'une compagnie. Et maintenant, puisque la fonction dommage et la fonction vie sont séparées, ils peuvent être agréés par une compagnie d'assurance dommage et une compagnie d'assurance vie. On va voir dans quelles conditions. On a les courtiers. Le courtier, c'est aussi un intermédiaire d'assurance. Simplement, c'est un commerçant, ce n'est pas une profession libérale, et il représente son assuré. Si vous voulez, c'est le conseil de l'assuré, et c'est lui qui va consulter plusieurs compagnies d'assurance et conseiller son client, pour le choix à faire en matière de garantie, en matière d'entreprise qu'il faut justement choisir. Commission par la compagnie d'assurance. Il va le voir les conditions. Quand il choisit la compagnie, c'est la compagnie choisie qui va lui donner sa commission. C'est une bonne question parce que ça sous-entend que les compagnies vont faire que ce courtier ne va pas choisir réellement en fonction de son assuré, mais en fonction de ce qu'il va toucher. Enfin, la banque assurance, c'est quoi? Les banques font appel à plusieurs assurances. Et c'est des garanties bien définies. C'est surtout les assurances de personnes. Quand elles accordent des prêts, la première des choses que fait une banque,
c'est s'assurer qu'en cas de décès, ils vont encaisser leur argent. Et pour ça, c'est une assurance vie qui doit faire. Et donc, maintenant, le réseau de distribution, pour certaines garanties, pour certains contrats, les banques peuvent souscrire des contrats au profit de leurs clients, bien sûr. Ils peuvent aussi souscrire pour les habitations, etc. Ils peuvent conseiller. Vous n'avez qu'à prendre ce qui se passe en France. Le meilleur placement pour un particulier, c'est le livret A, qui est au niveau d'une banque. Et le livret A, c'est quoi? C'est de l'épargne assurance vie. En même temps, si vous voulez, c'est pour l'assurance vie. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Même, il y a, si vous voulez, c'est des banques qui vendent les produits d'assurance. Alors, je vous donne maintenant un aperçu général de ce qui se passe actuellement. Alors, actuellement, il y a 12 compagnies de dommages, 8 compagnies d'assurance de personnes et 3 compagnies spécialisées. Alors, quelles sont les 12 compagnies de dommages? On a 4 compagnies qui sont publiques. C'est la CAR, la SAA, la CAT et la CACH. La CACH, c'est la CAR et Sonatrach qui ont créé la CACH pour les assurances hydrocarbures, comme son nom l'indique. Les 3 autres compagnies, je vous ai déjà donné un petit aperçu. La CAR, 8 juin 1963, la SAA, 12 décembre 1963, la CAT a été créée en 1985 et la CACH en 1999. 5 assurances privées, toujours assurance dommage. On a la Trust, qui a été créée en 1997, la SIA en 1997, la 2A, l'Algérienne des assurances, créée en 1997, Salama Assurance, avant elle s'appelait Baraka ou Aman, elle a été créée en 2000, Alliance qui a été créée en 2005. On a 2 compagnies mixtes, c'est la GAM, c'est actuellement l'Algérie, et actuellement elle est propriété d'un fonds de pension américain. Elle était aussi propriété d'une compagnie française. Et actuellement, c'est un fonds de pension américain qui a acheté la part justement des Français. AXA, Algérie qui a été créée en 2011. Comme j'ai dit, AXA, c'est une compagnie algéro-française. Une mutuelle, c'est la Caisse nationale de mutualité agricole. Grâce à NAMA, vous allez me dire la MATEC a été dissoute. Parce qu'elle n'a pas présenté certaines garanties, elle a été dissoute. La mutuelle, il ne reste plus que cette caisse agricole, la Caisse nationale de mutualité agricole, qui elle-même a fait une expérience. Elle voulait être compagnie d'assurance et banque en même temps. Ça n'a pas marché, mais maintenant, elle ne fait plus que assurance. Les compagnies d'assurance de personnes. Il y en a 8, 2 publics. Tamin Life Algérie, c'est pas la assurance, c'est une compagnie de la CAT, c'est une filiale de la CAT, qui a été créée en 2011. Karama Assurance, comme ça l'indique, c'est une filiale de la CAR, créée aussi en 2011. 2 compagnies privées, c'est Vassir Vie, elle appartient à, comment elle s'appelle déjà? Assurance privée. Depuis j'ai le nom, Propriétaire. c'est une filiale de la SIA, Sahawi, la SIA. C'est c'est la propriété d'une filiale de la SIA. Cardiff El Jazer, qui est créée en 2006. Cardiff, c'est une société internationale, justement, qui est venue s'installer en Algérie. Alors, la BNP, Cardiff, non, elle est privée pour l'instant, c'est-à-dire elle n'est pas mixte ou autre. Cardiff, d'ailleurs, il n'y a rien de filtre. Nous-mêmes, on est du secteur, même j'essaie de voir, elle est là, c'est une compagnie d'assurance de personnes, elle est installée en Algérie, et elle est, c'est-à-dire, tout à fait comme privé. À partir d'un privé ou plusieurs, ça, on le sait. 3 mixtes, c'est
la SAPS, MENA, c'est la SAA avec une société française qui est avec l'âge, ça a des trois, j'essaie de faire rappel. Maintenant, c'est c'est une mutuelle française, AXA, il y a AXA Vie, qui a été créé en 2011. Avant, c'était AXA Dommage, c'est AXA Vie, toujours la même chose. Et Agric, qui a été créé en 2015. Vous voyez qu'il n'y a même pas 4 ans, 5. Et une mutuelle, c'est le mutualiste. Ça appartient bien sûr à la CNMA. Donc, il nous reste les trois spécialisés. Elles sont publiques, toutes les trois. Premièrement, la compagnie centrale de réassurance. Elle est là pour faire de la réassurance. Elle a été créée depuis 1973. Il y a la CAGEX. Elle est spécialisée dans l'assurance des exportations. Et la société de garantie du crédit immobilier, comme son nom l'indique, c'est pour le crédit immobilier et travail secteur de compagnie. Donc, c'est les trois compagnies d'assurance, mais spécialisées dans un domaine bien précis. Le nombre d'agences par compagnie en 2017. Vous avez confondu, c'est-à-dire le nombre complet d'agences. La SA, il y a 664. Vous avez la CNMA, 503 quand même. Après, vous avez AXA Vie, 286. LASIA, 284. Cardiff, il y a 286. Mais généralement, c'est quoi? C'est un bureau au niveau d'une banque. On charge un élément de la banque de vendre les produits de ces compagnies. Et c'est considéré comme une agence, puisqu'elle vend. Donc, vous avez ce tableau qui donne, pour le mutualiste, c'est une agence. Cardiff. La nouvelle, elle n'a qu'une seule agence au niveau d'Alger. Cardiff, je pense, permettez-moi, c'est une filiale de la banque BNP Paribas. ما لساش بلي هذا. BNP Paribas. شباب. Cardiff. Ah, BNP. Merci bien. Oui, je conseille bien le cas. Oui. Donc, le marché algérien des assurances affiche en 2017 un taux de croissance de 3%, contre 1,3% en 2016. C'est quand même une croissance qui est, disons, très faible, mais quand même il y a une croissance. Ce taux, il annonce toutefois la marge d'une reprise de la croissance, parce qu'à certains moments, il y avait une baisse, mais je peux vous assurer que depuis 2017, 2018-2019, ça rebaisse de nouveau. Pour soutenir cette reprise, deux importantes mesures réglementaires en 2017 favorisent le développement de l'activité. J'ai pris ça de la Direction générale du Trésor, c'est eux qui le disent. Ils ont porté ces deux aspects qui sont considérés comme importants pour l'application. C'est l'intermédiation en matière d'assurance et les CatNat et les catastrophes naturelles. Il y a eu deux mesures qui ont été prises en 2017 très importantes. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'intermédiation en matière d'assurance. Il y a eu un changement dans les conditions, justement, la loi 0604, elle a impliqué quand même des conditions. Ces conditions, surtout en matière de compétences professionnelles et tout, ça a été changé et on va voir les changements dans ce domaine. C'est le décret exécutif 1792 du 11 juin 2017 qui modifie et complète le décret de 95 qui fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément, capacité professionnelle de rétribution et contrat des intermédiaires d'assurance. Donc, il y a eu déjà en 95 un décret qui fixe les modalités en matière d'octroi, c'est-à-dire l'octroi ou le retrait d'agrément pour les intermédiaires. Et il a été complété, il y a certaines modifications qui ont été faites en 2017. Et c'est là où c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce décret. Et le but de ça, il est venu pour assouplir justement les conditions d'agrément et pour développer davantage cette activité et répondre au mieux aux besoins
des sociétés d'assurance. Mais moi, je vous dis aussi, c'est des opportunités qu'il faut saisir. Le nombre, donc, a progressé d'une manière apaisante pour l'évolution du marché des assurances en 1995. Le nombre de compagnies a augmenté, elles ont besoin de plus en plus de compétences, et si vous voulez, la période infantile est dépassée. Il faut maintenant que le secteur devienne majeur et qu'on arrive à une économie de marché réelle. Et la concurrence, elle existe réellement dans le secteur des assurances. Et là où il on a besoin de compétences. Elle étoffe davantage le réseau de distribution, à force de vente susceptible de constituer un des facteurs d'expansion et de développement de l'activité des assurances en Algérie. Ça, c'est le rapport de la direction d'État. J'ai repris le rapport tel qu'il est pour que vous ayez une idée qu'on affiche par écrit une volonté de développer ce réseau d'intermédiation. Donc, constitué de 1330 agents généraux d'assurance, de 37 courtiers d'assurance en 2017, le réseau des intermédiaires avec un apport de prix quand même de 39 milliards de dinars, contribue à hauteur de 30% dans le chiffre d'affaires du marché des assurances. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et on peut faire mieux, largement mieux. Donc, la production enregistre en 2017 une évolution de 6%, supérieure à l'évolution globale du secteur. Si vous voulez, si le secteur maintenant évolue, c'est grâce à ce réseau d'intermédiation. Je donne des chiffres ici pour vous donner une idée. Je passe rapidement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc, le niveau des primes s'établit à combien 133 milliards de dinars. La structure des portefeuilles, dommages et assurances de personnes, malheureusement, les assurances de dommages, c'est 90%, les assurances de personnes, c'est 10%. Donc, c'est des chiffres qui sont intéressants, mais c'est une opportunité pour vous, c'est pour développer surtout les assurances de personnes. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose qu'on a besoin. On a besoin pour vendre ce produit-là. Et il y a une réticence, je dirais, sociale contre ces produits qu'il faut enlever. Et pour ça, il n'y a pas mieux que la formation et l'explication. Plan financier, le marché cumule au 31/12/2017 les encours de placement. Pour vous montrer l'importance du secteur des assurances. Les compagnies d'assurance ont placé globalement cumulé 274 milliards de dinars, en augmentation de 3% par rapport à 2016. Les placements financiers s'élèvent à 231 milliards de dinars, dont 150 milliards de dinars en valeur d'État. La réglementation, elle impose la moitié. La moitié des placements doivent être faits en valeur d'État. L'activité va permettre de compétition de des revenus financiers, ça veut dire des intérêts. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il se situe quand même à 8,5 milliards de dinars, contre 6,6 milliards de dinars en 2016. Donc une augmentation de 28%, et c'est pour renforcer leur solvabilité. Là, je donne des tableaux. On a le chiffre d'affaires global. C'est en milliards de dinars, l'évolution de 2015 jusqu'à 2019. On a la population, le chiffre de la population, c'est l'Office national des statistiques, c'est l'ONS. La densité par habitant, c'est quoi la densité? La densité, c'est combien un Algérien consacre en prime d'assurance par an. Vous voyez, c'est 3 231 dinars en 2015, 3 332 dinars en 2019. Si on traduit le dinar en dollars, ça devient 28 dollars par habitant et par an. C'est vraiment négligeable, c'est quelque chose de très très bas. Le produit intérieur brut, c'est toujours l'ONS, le PIB. Donc, on a ces 16 702 milliards de dinars. Bon, il augmente, vous voyez, régulièrement. Et on a le taux de pénétration des assurances, ça veut dire le chiffre d'affaires des assurances par rapport au PIB.
Et vous voyez, il représente 0,77% et il ne fait que baisser. Parce que le PIB augmente plus vite que le chiffre d'affaires des assurances. 0,72%. À titre de comparaison, la Tunisie, qui est un petit pays juste à côté, le secteur des assurances, le taux de pénétration, il est là-bas de 5%. Au Maroc, il est de 7%. Donc, vous voyez qu'en Algérie, le marché, il est encore vierge. Ça, c'est, si vous voulez, c'est des ratios qui sont très significatifs pour le secteur des assurances. C'est densité par habitant et le taux de pénétration. Je schématise ça, le PIB, le chiffre d'affaires des assurances. Ça explique, ça vous donne une idée et l'IJA. Dans le cas, ça s'appelle l'équation PIB. Le taux de pénétration, donc vous voyez, il baisse, il y a une petite reprise en 2019, mais avec le corona maintenant, 2020, il y a encore une nouvelle baisse. Et peut-être que le PIB aussi a baissé, on va voir dans quelle proportion. Les chiffres ne sont pas encore prêts, donc je ne peux pas m'avancer à vous donner ces chiffres-là. La densité par habitant, vous avez une idée, la densité par habitant en dollars. Quand on fait en dollars, elle baisse réellement, au lieu d'augmenter normalement de plus en plus. Le réseau pour les assurances de dommages. On prend l'année 2015 toujours à 2019. Vous avez le réseau direct, c'est-à-dire le nombre d'agences directes. Vous voyez, il augmente, mais 1300 jusqu'à 1734. Les AGA de 917, ils passent à 1435. Les agences bancaires de 411 à 520. Et vous voyez que le total, ce réseau, il ne fait qu'augmenter de plus en plus. Ça, c'est pour les assurances de dommages. En matière de, si on traduit sur le tableau qu'on a vu en pourcentage, vous voyez que le réseau direct, sa part elle diminue d'année en année. De 51,30%, il passe à 47%. Alors que les AGA, de 33%, ils passent pratiquement à 39%. Les agences bancaires, ils étaient à 15%, 14%, c'est à peu près stable. Donc, qu'est-ce qu'il explique ce tableau? Que les AGA, de plus en plus, sont en train de prendre du terrain et surtout que les compagnies privées, elles basent leur expansion surtout sur les AGA. La différence des entreprises publiques, qui elles basent sur les agences directes, les agences privées, actuellement, elles basent leur expansion sur les AGA. Et elles font tout pour aider justement les AGA à s'installer et à se développer. Pour les assurances de personnes, voilà, le réseau direct était 114 à 185. Une petite remarque simplement. Les compagnies d'assurance de personnes utilisent les agences des assurances dommages. Par exemple, la SAA, elle ouvre ses agences à la SAPS, MNA. C'est les agences de la SAA qui vendent les produits de la MNA Assurance. La SIAD, elle vend les produits de Masservie. La CAR, elle vend les produits de Caram, etc. C'est-à-dire, c'est les compagnies d'assurance de dommages qui vendent les produits des assurances vie. Mais ça se compte, il suffit d'avoir un élément, c'est une agence assurance vie. Donc la même agence, elle peut être comptée deux fois. Ce n'est pas toutes les agences de dommages qui vendent les assurances de personnes. Et c'est la même remarque, 183, 300. Ici, c'est surtout les agences bancaires. On compte les compagnies d'assurance de personnes, compte surtout sur les agences bancaires et les pourcentages, sur le tableau que traduit le pourcentage, le montre très très bien. 12%, 14%, donc le réseau direct, c'est à peu près le même pourcentage. Les AGA 19 passent quand même à 23,51, mais les agences bancaires de 68%, 62%, c'est elles qui partent en la part vraiment de plus grande part du nombre d'agences, justement, en matière d'assurance de personnes. Les courtiers,
32, 35, 38, 41, 45. Une évolution lente, mais très simple. Le courtier, je le répète, c'est un commerçant, fait partie de l'intermédiation, mais il représente 100 clients. Et il est agréé par plusieurs compagnies d'assurance. Et il va placer l'assurance de son client auprès de la compagnie qui lui offre le meilleur avantage. Le problème, est-ce que c'est pour lui ou pour son client? Ça, c'est un autre problème. Les effectifs. Donc, globalement, l'effectif, quand je dis l'effectif, c'est les salariés de l'entreprise. Par exemple, tout ce qui est réseau d'intermédiation n'entre pas dans l'effectif des compagnies d'assurance. Puisque l'AGA, l'agent général d'assurance, a ses propres employés et c'est lui qui les paye. La compagnie lui paye avec une commission et à lui de recruter 3, 4 ou 5 personnes, c'est son problème. Et c'est lui qui va payer le personnel de son agence. Donc, ici, le nombre, c'est ceux qui travaillent comme salariés de l'entreprise. Et de toutes les compagnies, qu'elles soient privées ou publiques ou autres. En 2015, c'était 14 856, 2019, 14 181. Donc, vous voyez, ça diminue un peu. Pourquoi? Parce qu'on fait de plus en plus appel aux intermédiaires. Le recrutement, vous avez le nombre par année, qui tourne toujours entre 1800, 1300, vous voyez, ça c'est des recrutements qui ont été opérés par les compagnies d'assurance par année. C'est quand même, c'est pas négligeable, parce que généralement, c'est des postes de cadre et de cadre supérieur. Les compagnies ont besoin, surtout actuellement, donc c'est vous, les gens de l'université, c'est ce genre de postes qui sont ouverts. Et pourquoi je fais mon intervention? Je sais que si vous cherchez à être recruté, vous allez trouver les portes classes. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces compagnies. Premièrement, elles sont obligées de passer maintenant par le bureau de main-d'œuvre. Elles sont obligées de faire des concours. En plus de votre diplôme, elles vont faire, je parle des compagnies publiques. Compagnies privées, chacune a sa politique de recrutement. Mais les compagnies publiques doivent faire des concours selon des critères de diplôme, de zone géographique. Ça, c'est des critères que eux ont posés. Et le problème, c'est la communication. C'est quand ils font l'annonce de ce concours, je suis sûr que vous n'avez jamais vu. Elles sont tenues de faire leur annonce à l'ANEP, l'Agence nationale d'édition et de publicité. C'est elle qui est chargée de faire la communication des compagnies publiques. Et l'ANEP, où est-ce qu'elle va mettre ses annonces? C'est le Moujad. Qui parmi vous lit le Moujad? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est que le Moujad déjà? Je suis sûr qu'il y a longtemps qu'il a disparu des étals et c'est un livre, plutôt un journal, qui est devenu pratiquement des appels d'offres. C'est rare de vous trouver un article de la première page ou deux, mais c'est là, c'est pratiquement les appels d'offres nationaux. J'ai eu personnellement des problèmes comme ça. J'étais le directeur régional de l'audit ici. Donc, le régional, c'est pour tout l'Est algérien. Et on m'appelle, il a dit, je constate que j'ai fait une grosse bourde. Laquelle? Je suis dans un minibus, on va partir pour faire le concours. Je constate qu'il n'y a que des gens d'Alger. Et quelques éléments de l'Ouest, il n'y a personne de l'Est algérien. Pourquoi? Parce que personne n'a vu l'annonce. À commencer par moi. Parce que moi, si j'ai eu accès à l'annonce, j'aurais coupé l'annonce, je l'aurais distribuée. Donc, vous voyez, c'est un problème. Quel est le conseil que je peux vous dire? Lire le Moujad. Moi, je vous dis, celui qui va trouver cette annonce, essayez de la mettre ici, avec bien sûr l'autorisation des responsables, la mettre placardée. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés pour passer le concours.
Quels sont les concours? On va les voir tout à l'heure. Donc, il y a, premièrement, un concours qui est fait par les compagnies. Il y a aussi un concours qui, je vous le conseille à tous et à toutes maintenant, c'est celui de. Avant, vous avez deux sites. C'est toutes ces informations que j'ai données. Vous trouvez la documentation. Vous dites maintenant, tous les cadres supérieurs des compagnies d'assurance sortent de liquide. Ils sont à la 36e ou la 37e promotion. Vous donnez, il y a beaucoup de cadres dirigeants de l'entreprise qui sortent, sinon pratiquement la totalité, qui sortent de cet institut. Il se trouve à Tunis. C'est un concours. Comment ça se passe? Vous passez le concours. Normalement, c'est la même chose. Il y a une annonce qui est faite sur les journaux. Vous passez le concours. Si vous réussissez, vous devez être parrainé. Vous allez consulter, voilà, j'ai réussi à l'étude. Vous allez consulter la compagnie d'assurance qui vous intéresse et vous lui demandez si elle vous prend en charge ou pas. Et c'est elle qui va vous donner des frais de formation, il va payer les formations, il va vous donner le pécule aussi pour vivre bien sûr à Tunis. C'est assurance et banque. Liquide, c'est pour les assurances et pour les banques. Vous avez l'autre qui vient d'être créé pratiquement, c'est l'école des hautes études d'assurance, le HEA. C'est toute l'histoire, c'est une SPA, elle a été créée en 2010 par 14 compagnies membres de l'Union algérienne, c'est-à-dire l'UAR. Des compagnies qui sont affiliées à l'UAR, ils ont créé le HEA et maintenant ils sont en train de former tous les cadres du secteur des assurances. Le problème, c'est qu'il faut être déjà salarié de l'entreprise. C'est-à-dire que cette école ne fait pas de recrutement de l'extérieur. Elle ne forme que les salariés des entreprises qui existent déjà. Donc, l'autre, c'est pour tout le monde, tous ceux qui veulent participer. Le HEA, c'est tout simplement, c'est pour former les cadres. Et parce que pourquoi c'est les compagnies qui ont créé cette école. L'histoire de cette école, il y avait le contentieux algéro-français qui a été résolu justement en 2010. Et suite à ça, la France elle a aidé justement au démarrage de cette école. Et c'est pour ça qu'il y a un partenariat avec l'ENAS, et l'Institut national des arts et métiers. Et c'est très sérieux et c'est très, très poussé en matière d'assurance. Vous avez aussi le HEA. L'Institut algérien des hautes études financières, l'IAHEF. Il organise des formations de niveau dans les métiers de la finance, généralement, de manière générale. Il est destiné aux cadres responsables du secteur bancaire et services d'assurance. C'est la même chose. Si vous voulez, c'était avant, il était financier. Maintenant, il y a l'école des assurances. Là, il est plus ancien, mais quand même, il forme encore des gens pour le secteur des assurances, à titre d'information. Donc, vous voyez, c'est un secteur où la formation est nécessaire. Quand on recrutait un élément, même s'il sortait de l'université, moi je disais toujours qu'il faut minimum une année de formation pour qu'il commence à maîtriser plus ou moins l'activité d'assurance et à devenir rentable pour l'entreprise.
malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés parce qu'on ne leur a pas donné des grades suffisants. Donc, on a perdu de l'argent et juste après, ils partent parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Et même si on poursuit pour récupérer les prix de formation et tout, ce n'est pas une solution. Le mieux, c'est de former des jeunes à leur sortie de l'université et leur donner les moyens pour maintenir au sein de l'entreprise, comme c'était notre cas à l'époque, où j'ai passé 36 ans dans la même boîte. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a été bien pris en charge. On nous a donné des salaires qui n'existaient pas dans les autres secteurs. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais pour le premier là, les choses sont en train de bouger. Il va y avoir beaucoup de changements. Je pense que j'ai fait un aperçu global. Si vous voulez avoir un aperçu des changements concernant l'intermédiation, j'ai préparé aussi pour le décret quelles sont les nouvelles conditions, mais on va aller voir très rapidement les conditions. L'intermédiation, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'outil d'AGA, Agent Général d'Assurance, Oui. et courtier. Courtier, c'est destiné à... Les conditions sont plus... Vous voyez le nombre, ils sont qu'à une quarantaine dans toute l'Algérie. Le chiffre d'affaires, je ne vais pas vous rentrer dans ce genre de détails, le chiffre d'affaires des assurances, à 60%, il est fait au niveau d'Alger. Donc, faire, si vous voulez, courtier au niveau d'Annaba, je ne le conseille pas. À Annaba, il y a déjà 3 courtiers. C'est eux qui vont prendre. Parce que qu'est-ce qu'un courtier? C'est prendre une grande entreprise, être son conseil en premier lieu et placer au mieux tout ce qui est assurance de cette compagnie. Parce que le courtier ne va toucher que ce qu'on appelle la commission d'apport. Il ne fait qu'apporter l'affaire. Il ne gère pas les dossiers. Il va apporter une affaire, il va la donner à une agence de la compagnie qu'il a choisie, et c'est l'agence qui va gérer le contrat. Lui, il va toucher sa commission d'apport. Globalement, c'est quoi? Il faut avoir des conditions universitaires. C'est votre cas, vous devez avoir 3 ans d'expérience. Donc, 3 ans d'expérience, moi, je vous déconseille. Travailler plus, 3 ans d'expérience pour devenir autonome, c'est peu. Je vous dis, c'est de mon expérience, parce que vous voyez que le secteur des assurances, vous devez être comptable, vous devez être mathématicien, vous devez être juriste, vous devez être médecin, vous devez être un peu de tout. Vous allez gérer des dossiers, et chaque dossier va faire appel, si vous voulez, à des compétences. Ça, à part de ce qui va être directement. Qu'est-ce qu'il y a aussi en matière d'assurance? Plus d'être directement, si vous voulez, salarié de l'entreprise, mais aussi, à titre privé, couvrir, selon bien sûr vos compétences, pour être commissaire gabarit, pour être expert automobile, expert en risque industriel. Il y a ceux qui sont avocats, demander l'agrément pour représenter les intérêts de compagnie. Donc, tout autour gravitent les expertises, comme son nom l'indique. بعد عن الميكرو هو أنا. Donc,
parlez des opportunités, justement. Et là, ce nouveau décret facilite les choses. Mais moi, je vous dis, allez, vous ouvrez une agence et vous ne maîtrisez pas les assurances, qu'est-ce qu'on constate actuellement? Que la majorité, si ce n'est pas la totalité des agents généraux, c'est des bureaux de souscription automobile. L'automobile, c'est, je vous dis, 2 fois rien. Vous allez former un élément et ça va vous prendre beaucoup de temps. Le mieux pour un assureur, c'est quoi? C'est d'avoir 50% de son chiffre d'affaires des risques industriels, des risques divers. Et si on veut développer les assurances, ce n'est pas en automobile. Donc, vous devez avoir une formation globale et, dans ce cadre, créer, si vous voulez, votre chiffre d'affaires et là, vous allez avoir le maximum. Le taux de commission n'est pas le même. Pour une idée, pour l'automobile, il est de 10%. Pour, par exemple, multirisque habitation, vous pouvez avoir jusqu'à 30% de commission. Donc, vous voyez qu'il faut aller vers ces contrats-là. Et pour faire aller ces contrats, il faut devenir un assureur. Et il n'y a pas mieux que travailler dans une compagnie d'assurance, voir comment ça se passe, et après, vous allez devenir autonome et faire vous-même, si vous voulez, une politique de marketing, comment développer votre chiffre d'affaires. En plus de ça, il y a les gens qui gravitent tout autour. Quand est-ce que vous allez les connaître? C'est en travaillant dans une compagnie privée ou publique. Vous savez, par exemple, si vous avez tel problème, il faut faire appel à tel expert. Ça paraît quelque chose de simple, mais je peux vous dire que pour chaque dossier, il est particulier. En bas, il y a des similitudes, mais il y a des moments où, non, il faut faire telle expertise, il faut faire telle autre. Je vous donne un exemple, vous avez une idée. Il y avait un dossier qui, quand même, il y avait plus de 500 millions centimes, 5 millions de dinars, et qui paraissait louche. Ça veut dire qu'il y avait des doutes en matérialité du sinistre. Ce qu'on appelle en matière, est-ce que c'est un sinistre réel ou pas? C'était quoi? C'était le vol. Le vol d'un local, c'était un grossiste en produits pharmaceutiques. Il y avait le rapport de police, il y avait l'expertise, l'expert a fait son travail, c'est comme ça qu'on a déterminé plus de 5 millions de dinars. Et quand vous prenez le dossier, tous les documents existaient. Et ça ne m'empêche pas, moi, en tant que gestionnaire, d'avoir des doutes. Pourquoi ça me paraissait louche? Qu'est-ce qui a attiré mon attention? C'est le détail des 5 millions de dinars. C'est des médicaments. Et le vol a eu lieu en plein jour. Moi, je me suis posé une question, combien de semi-remorques il lui a fallu pour voler tout ça? Est-ce que les voleurs utilisent des semi-remorques? Quand vous prenez ça en volume, non plus en montant, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, j'ai appelé un expert et je lui ai demandé de faire la même expertise, mais pas en montant, en volume. Le résultat, c'était quoi? Que même s'il mettait ces produits-là jusqu'au plafond, le local n'était pas suffisant pour prendre tout le volume de ce qui a été volé. Et c'est une preuve suffisante pour dire que c'est de l'escroquerie. Donc, vous voyez, c'est des choses qui paraissent simples, mais il faut faire appel un peu de tout. Il ne faut pas être spécialiste en telle ou telle chose, mais il faut connaître un peu de tout pour travailler dans cette exercice. Quand vous prenez un avocat pour vous défendre un dossier au niveau des tribunaux, vous devez l'instruire. Vous devez lui dire, attention, voilà, il y a tel problème. C'est vous l'assureur. Lui, c'est un juriste. Vous devez lui instruire. Ce n'est pas aller défendre ce dossier. Non. Voilà, je vous demande de défendre ce dossier parce qu'il y a tel et tel élément, faire jouer tel article de loi, etc. Et lui, il sait comment utiliser ce que vous allez lui instruire. Si vous envoyez quelqu'un qui a des incapacités de travail ou autre, vous allez l'envoyer chez un médecin.
Et vous devez écrire qu'est-ce qu'il faut chercher, quelle est l'incapacité. Il y a une incapacité totale, c'est-à-dire physique, il y a une incapacité de travail, et tout. Il y a plusieurs problèmes, et vous devez instruire aussi le médecin. Non pas lui montrer son travail, il connaît son travail mieux que vous. Mais vous, vous êtes assureur, vous allez lui dire, voilà ce dont j'ai besoin. Si maintenant, normalement... Merci, M. Abdelaziz, pour cette présentation. Je pense que maintenant, on va donner la parole peut-être à des étudiants ou d'autres personnes présentes ici dans la salle pour poser peut-être des questions. Des questions sur ce qui a été présenté, ou des questions sur éventuellement leur futur métier d'assureur, s'ils ont cette volonté de vouloir s'impliquer dans le secteur des banques ou des assurances. Donc, je vous donne la parole si vous avez des questions à poser à M. Karoui. Pour répondre. Je rajoute une petite chose. J'ai vu la madame qui est là. Au niveau de Annaba aussi, il y a des opportunités. Au niveau de la chambre de commerce, maintenant, il y a un master en assurance. Et il y a beaucoup de gens qui sont inscrits sur ce master. Et je donne des cours à ce niveau-là. Et c'est un diplôme qui est donné par la Chambre nationale de commerce avec, je crois, une université. En tout cas, c'est un diplôme qui est reconnu pour faire AGA après. C'est une formation de 2 ans. Master, bien sûr, payante. Les conditions, vous avez la dame qui est déjà inscrite là-bas. Donc, pour l'intermédiation. L'intermédiation. Le côté de l'intermédiation, si vous pouvez revenir un peu sur les métiers qui sont dans ce segment. L'intermédiation, c'est avoir un local qui répond à certains normes, il y a un cahier de charge qui est donné par les compagnies d'assurance. La procédure a été simplifiée. Vous s'adressez à la compagnie à laquelle vous voulez travailler. Ils vont vous donner le dossier que vous devez constituer. Il y a des conditions, bien sûr, professionnelles. C'est le diplôme et nombre d'années d'activité. Pour vous, je vous ai donné, c'est votre diplôme plus 3 années d'expérience. Il y a aussi des conditions financières. Vous donner pour l'AGA une caution de 500 000 dinars pour faire des assurances de dommages et 250 000 dinars si vous voulez faire aussi des assurances de personnes. C'est une caution que vous devez remettre au niveau du trésor. C'est une garantie, si jamais vous avez un problème, la compagnie avec laquelle vous travaillez va prendre de cette caution-là. C'est à peu près, sur une manière globale, c'est les conditions qui sont fixées par le décret dont je vous ai voulu vous en parler. Donc, il faut consulter le décret. Consulter le décret pour éventuellement ceux ou celles qui sont intéressés par le décret d'AGA, Agent Général d'Assurance. Donc, si, oui, allez-y. Les conventions. Aux conventions spéciales. De manière générale, le contrat d'assurance, c'est des conditions générales, des conditions particulières. Donc, quand vous allez faire votre assurance automobile, ce qu'on vous remet, c'est les conditions particulières. C'est très rare, on a vu, remettre à un assuré automobile les conditions générales. Les conditions générales, c'est un petit livre qui est commun à toutes les assurances automobiles, qui fixe les conditions générales, comme son nom l'indique, du contrat d'assurance. Les conditions particulières, c'est le contrat qu'on vous donne. Il va vous porter votre nom, la période d'assurance, l'objet sur lequel porte l'assurance, c'est une condition particulière à vous, c'est-à-dire ce contrat d'assurance. Les conventions spéciales, c'est quoi? C'est quand c'est une entreprise, quand c'est une institution comme celle-là. On va faire une convention. Bon, on ne va pas faire des conditions particulières, c'est une convention, et cette convention, elle va porter des conditions qui doivent obéir aux règles générales, mais qui sont particulières aussi à cette institution. Donc, c'est des conventions
de réduction des conventions. Je donne un exemple. Si vous faites plusieurs assurances, on va donner certains avantages, si vous voulez, au cadre de cette institution. Si l'institution vient, par exemple, au niveau de l'entreprise, le directeur va toucher, par exemple, il aura une réduction de 30%. Les employés auront une réduction de 20%. C'est ce genre de convention, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a les conventions spéciales. Mais elles ne doivent pas être en contradiction avec les conditions générales et la loi. Il y a d'autres questions? Madame, vous pouvez vous rapprocher un peu pour qu'on puisse vous entendre mieux. Vous l'avez levé la voix. Je suis chef docteur au niveau de l'ESST, pour enseignante au niveau de l'ESST. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation qui était claire et pertinente. Deuxièmement, je voulais nous renseigner sur la politique d'investissement au niveau des compagnies d'assurance. Autrement dit, quelle est la politique d'investissement au niveau de la SAA afin de générer plus de revenus en dehors de la politique classique de gestion des actifs, sachant que au niveau de l'Algérie, la bourse de l'Algérie est encore état embryonnaire. Merci de la question. Je dis dès maintenant, pour répondre à votre question, déjà pour répondre à votre question, il faut toute notre conférence. C'est quelque chose de très, très vaste. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est, comme je vous ai dit au début, le secteur des assurances est très réglementé. Même les investissements, les placements dont vous parlez, ils sont réglementés par des décrets. Globalement, quel est le principe? Ce n'est pas l'argent des compagnies d'assurance. C'est l'argent des bénéficiaires des contrats. C'est l'argent des victimes d'accidents. La compagnie d'assurance ne fait que gérer cet argent qui est à sa disposition. Pour ça, la loi, qu'est-ce qu'elle lui dit? Premièrement, il faut qu'elle ait une représentation au niveau de l'actif qui doit être supérieure aux engagements. Qu'est-ce que ça veut dire, cette représentation? Ça veut dire que les engagements de l'entreprise, c'est quoi l'engagement? C'est les provisions qui ont été constituées. Mais ces provisions constituées, c'est une simple écriture comptable. Je vais prendre une partie du chiffre d'affaires, je vais la mettre comme provision. Même si je suis perdant, je suis obligé de constituer cette provision pour répondre pour le paiement de, si vous voulez, de ce que j'ai promis, parce que ce que j'ai promis dans le contrat. Et cette écriture comptable, elle n'est pas suffisante. Pour qu'il y ait la représentation, c'est quoi? C'est les bâtiments, c'est les placements sur le marché monétaire, c'est les actions. Il y a toute une liste et c'est aussi réglementé. Il faut que plus de la moitié des placements soient faits en valeur d'État. C'est quoi les valeurs d'État? C'est les bons d'équipement émis par le Trésor, long terme. Tout ça, c'est une obligation légale, les compagnies sont tenues de le faire. Vous parlez d'investissement. Pour ça aussi, le meilleur investissement, c'est l'immobilier. Pratiquement toutes les compagnies d'assurance ont une promotion immobilière. Je prends le cas de la SAA, vous avez cité la SAA. La SAA, elle a acheté la CNET Immo, la CNET immobilière. Et c'est elle qui, on place cet argent à elle, et c'est elle qui fait des logements qu'on est en train de revendre et avoir de l'argent. J'espère avoir, avec ça, il y a le marché monétaire, et il y a quelques placements, et c'est pas facile à faire. Il y a aussi la bourse, mais la bourse, elle est embryonnaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire réellement des investissements dignes de ça. La plupart, c'est en banque d'équipement. Et l'avantage des banques d'équipement, c'est quoi? C'est que c'est exonéré de tout impôt. Même si le taux il est bas, il est exonéré de tout impôt et c'est un placement qui est sûr. C'est ce qui nous a permis, par exemple, l'affaire Khalifa, la SAA n'a perdu aucun dinar. Parce qu'elle n'a placé aucun sou à Khalifa Bank.
Je crois que ça répond, mais je dis bien, si vous voulez, je peux vous donner quel est le texte de loi qui fixe justement la représentation, c'est le texte, c'est le décret qui fixe la représentation des engagements techniques. Et c'est un tableau qui est très, très important. Les provisions techniques réglementées, obligatoires, après, l'ingénierie financière en forme de la compagnie d'assurance, vous diriez normalement les pays européens, surtout l'Europe, nous solvency 1, 2, et solvency 3, normalement, qui n'a pas encore abouti à quelque chose. Et il y a l'équivalent. Je n'ai pas compris la question. Non, voilà, les provisions techniques. Ouais. Comment on va faire mettre de côté les provisions techniques, c'est très réglementé. Voilà, c'est très réglementé. Je vous donne un exemple. Non, ce n'est pas un frein, ce n'est pas un frein, c'est une protection. Je vous répète, le contrat. Je vous répète, la problématique, c'est quoi? Le contrat d'assurance, c'est un contrat d'adhésion. Je vous répète, contrat d'adhésion, une partie, c'est elle qui va fixer les conditions, l'autre partie, n'en a que le choix, accepter ou refuser. C'est le cas du contrat d'assurance. Qui fixe les conditions d'assurance? C'est la compagnie d'assurance, qui est le professionnel, qui est le spécialiste, qui connaît toute la réglementation. Donc, quelque part, elle risque de faire quelque chose qui est à son avantage. La réglementation, elle est là pour empêcher ça. Comment protéger aussi le pauvre assuré? C'est aussi, en cas de sinistre, imposer à la compagnie d'assurance de constituer des provisions techniques. En matière, par exemple, d'assurance automobile, pour toute déclaration, vous devez prendre une provision et la mettre de côté. Quelle est cette provision? On ne sait même pas encore quel est le coût, parce que le problème de l'assurance, c'est ça. Quel est le coût de cet accident? C'est un coût moyen qui est calculé par les actuaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Chaque année, on calcule le coût moyen d'un sinistre déclaré et le coût moyen d'un sinistre réglé. Et les techniques de constitution des provisions, par exemple en matière d'assurance automobile, la loi, elle impose 4 méthodes. Méthode, dossier par dossier. Il y a une méthode qu'on appelle du coût moyen, justement. Voilà. Il y a une autre méthode, c'est la méthode de progression, justement, du coût moyen déclaré. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la méthode forfaitaire, qui est la méthode de blocage des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre les 5 dernières années. Que représentent les sinistres par rapport au chiffre d'affaires? Ils représentent par exemple 60%. Je vais prendre le chiffre d'affaires de cette année, je vais prendre 60% de ce chiffre d'affaires, je vais le bloquer. C'est pour ça qu'on l'appelle la méthode de blocage des primes. Encore mieux, quelles sont ces provisions? Quand vous allez faire un contrat d'assurance, vous pouvez faire un contrat dans la durée de 10 ans. Vous faites un contrat pour une année. On est le mois de février, vous allez avoir la prime que vous payez, elle représente la police pour 8 mois en 2021 et pour 2 mois en 2022. Un des principes de la comptabilité, c'est le principe de l'indépendance des exercices. La loi nous oblige pour les 2 mois de 2022 à constituer une provision qu'on appelle une provision, disons, pour risque en cours. Le nom a changé, mais c'est un risque qui court toujours. Et constituer cette provision, il va le laisser pour l'année prochaine. Donc vous voyez, même la méthode de calcul, la loi, elle impose comment vous devez calculer telle provision pour telle chose. En matière d'assurance de personnes, c'est ce qu'on appelle des assurances de capitalisation. C'est la totalité de la prime que vous payez qui va aller à votre profit. C'est réellement un compte courant qui est ouvert au niveau de la compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance va placer cet argent pour être capable de payer le capital qui est promis à l'échéance du contrat. Donc vous voyez, c'est-à-dire que là, je suis rentré un peu dans le détail, je m'excuse, mais pour chaque, si on entre vraiment encore plus dans le détail, chaque chose, c'est très réglementé.
Et ce n'est pas quelque chose au hasard ou prendre comme ça de manière aléatoire, non. Il faut faire des calculs et la loi elle impose toujours de prendre l'élément, si vous voulez, le plus important, tout en réservant, c'est très important, la solvabilité des compagnies d'assurance. Vous ne pouvez pas faire confiance à une compagnie d'assurance si elle n'est pas solvable. Donc, vous voyez, c'est un jeu d'équilibre et c'est tout l'art, justement, de la gestion d'une compagnie d'assurance. Et je peux vous assurer, personnellement, moi, je voyais ça comme un jeu. Et c'est grâce à ça que je me suis intéressé. Moi, je suis de formation économiste, mais après, j'étais obligé de m'intéresser un peu plus aux probabilités, m'intéresser un peu plus au droit, pour savoir pourquoi c'est obligatoire. Ça m'a obligé à m'intéresser à tel autre. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis que c'est un secteur qui ouvre des horizons, pas seulement financiers, c'est des horizons même pour l'accomplissement de soi, pour quelqu'un qui veut se former pour vraiment s'accomplir. Même si ce n'est pas pour l'intervention, je suis là pour répondre à n'importe quelle question. C'est la première fois où je fais un séminaire. Monsieur Lahla, Il ne m'a pas dit que j'ai un dossier, on ne l'a pas voulu me payer. Monsieur Lahla, Une question en ligne. Oui, mais Posez la question. posez la question. Non, en ligne. allô, Monsieur Hossein, c'est Monsieur Bezdar. oui, on vous entend. Alors, c'est Monsieur Bezdar, je suis un enseignant de l'École supérieure des sciences de gestion à Naba. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'animateur de cette conférence pour cette présentation qui tourne sur le secteur des assurances en Algérie. Je tiens à remercier aussi Monsieur Lahla pour sa collaboration et je profite pour passer le bonjour à tous mes collègues enseignants de l'École supérieure des sciences de gestion et aussi les étudiants. Donc, ma question tourne sur la qualité de service concernant l'ensemble des compagnies d'assurance en Algérie. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que, en fait, le client, comme il cherche l'assurance à la police, C'est ce qu'ils disent, oui. Donc, je pense, un avis, c'est que je pense la responsabilité est plutôt partagée entre le client et aussi la compagnie d'assurance. علاش نقول لك ما نقولها لك par expérience. شوف انا نعطيك شغل ان اكزامبل ولا اون اكسبيريونس صدير تاعي انا عندي صدير ان فيكول كو شاك اني نروح ندير له صدير نروح ندير جو رينوفال صدير هذاك لو كونترا داسيورونس تاعي depuis نقول لك depuis 2014 2015 en aucun cas c'est-à-dire avec l'agent souscripteur ou bien c'est-à-dire le conseiller de la compagnie d'assurance n'a pris le soin de m'expliquer les garanties concernant le contrat d'assurance. Lui-même, il parle de la réduction, il parle du montant de le contrat d'assurance. Donc, كيفاش حبيت c'est-à-dire le client حتى هو c'est-à-dire c'est-à-dire كيفاش نقول لك زعما حتى هو ما يهضرش على صديق يمشي quand il souhaite renouveler son contrat d'assurance يحوس على le montant beaucoup plus على les garanties في le contrat d'assurance تاعو فهمتني Oui. Je vous entends. Donc, il y a une part de responsabilité de la part de l'agent souscripteur parce que son rôle c'est de conseiller son client. C'est d'accompagner son client après le sinistre. Alors que des fois, bon, je me permets de le dire, la majorité des compagnies d'assurance qui تمشي عند l'agent souscripteur واش يقول لك نعمل لك réduction تاع 40%, نعمل لك réduction تاع 50%, نعمل لك réduction تاع 60%. كاينه ولا ما كايناش؟ Je vous remercie pour tout ça. اسمح لي. Je vais vous répondre. معليش si vous me permettez j'ajoute une question واحده اخرى. Oui, bien sûr.
qu'en est-il de la décision prise par l'ensemble des PDG des compagnies d'assurance sur la limitation des taux sur le contrat d'assurance au 31/12/2020? Les taux de réduction. Exactement. Parce qu'apparemment, j'ai appris selon mon conseil de la compagnie d'assurance que la majorité des PDG des compagnies d'assurance ont signé, je ne sais pas, une clause de limiter le taux de réduction concernant les contrats d'assurance automobile. Je vous remercie pour cette question. C'est ce qui est en train de faire réduire le chiffre d'affaires de toutes les compagnies d'assurance. Je vous ai montré le tableau tout à l'heure où justement le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance est en train de chuter. C'est dû à cette pratique que nous condamnons, pratiquement tout le monde condamne. De quoi il parle? J'essaie d'expliquer d'une manière globale. C'est vrai, on a voulu créer une concurrence dans le marché des assurances. Et surtout, on a ouvert le marché aux compagnies privées. Les compagnies privées, pour avoir une clientèle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pratiques. Je ne suis pas en train de condamner les compagnies privées parce que après c'était tout le monde qui faisait ça. On faisait concurrence par la réduction. Vous faites des réductions. On faisait des réductions de 90%. Je vous dis, ce problème, simplement, pour vous expliquer, les compagnies d'assurance, le tarif automobile, puisque vous parlez de l'automobile, il est aussi réglementé, il est fixé par le ministère des Finances, c'est lui qui gère tout ça, et toutes les compagnies, qu'elles soient privées ou publiques, elles doivent se soumettre à ce tarif. Si on donne des réductions, c'est à titre commercial. Donc, tout le monde en faisait des réductions qui s'est traduite par le secteur automobile des assurances est devenu déficitaire. Et on a fait cette fameuse réunion et on a fait ce qu'on appelle cette convention intercompagnie, c'est le paiement direct des assurés. C'est indemnisation, c'est le système qu'on appelle IDA. C'est le terme de compagnie d'assurance. Qu'est-ce que c'est IDA? C'est une convention indemnisation directe des assurés. Ce que ça veut dire? Le problème de l'assurance automobile, la garantie principale, c'est la garantie RC, c'est la garantie responsabilité civile. Ça veut dire que la compagnie d'assurance va payer tous les dommages que vous avez occasionnés. Donc, quand il y a un accident, vous allez vous adresser à votre compagnie, à votre agence, et vous allez faire comment l'accident a eu lieu. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité. Je reviens, le client n'est jamais responsable. Ça, c'était simplement pour faire une réponse à votre première question. La responsabilité, elle incombe toujours aux compagnies d'assurance. Et c'est vrai, elles ne prennent pas la précaution d'expliquer les conditions d'assurance des contrats qu'elles souscrivent. La plupart du temps, c'est par manque de formation. Les gens qui sont au niveau des agences, eux-mêmes ne sont pas bien formés. Si vous posez la question, personne ne vous dira « je ne connais pas bien ça ». Au contraire, il va vous répondre d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas ce que vous attendez comme explication. Je reviens à l'IDA. Ils sont en train de la mettre en pratique, mais simplement, moi je vous dis, d'ores et déjà, ça va échouer comme ça a déjà échoué 3 ou 4 fois avant. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que reprendre ce qui a été déjà fait avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les PDG des compagnies d'assurance se sont réunis au niveau du ministère et ils ont dit qu'il faut mettre un terme à ces réductions abusives. Et ils ont signé. Il y a 7 PDG qui ont signé cette convention IDA. D'autres ont rejoint, ils ont encore signé cette convention. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas de grand changement. Le problème, ce n'est pas cette IDA. Moi, je vais vous parler d'un problème dont vous avez parlé. Moi, je préfère parler du bonus-malus. Si vous voulez, par souci d'égalité, par souci de justice, celui qui ne fait pas d'accident, ce n'est pas normal qu'il paye la même chose que celui qui fait plusieurs accidents.
Pour ça, il y a un système au niveau des assurances qui est le bonus-malus. Celui qui ne fait pas d'accident bénéficie d'un bonus. Celui qui fait beaucoup d'accidents va être malusé, va avoir une sanction, va être malusé. Et ça, on ne peut pas le mettre en place. Pourquoi? Parce que si vous essayez de maluser quelqu'un, il va changer de compagnie. Il va dire, bon, moi je vais aller chez le voisin. Théoriquement, pour changer de compagnie, il faut avoir une fiche sinistre. Quels sont les sinistres que vous avez fait? Mais on ne la demande pas du tout, c'est pour avoir le client. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a actuellement, au niveau du ministère, ils sont en train de faire le fichier national des assurés. Ça va être informatisé, ça va être donné à toutes les compagnies d'assurance, et même si vous changez de compagnie, on va avoir l'historique de tous les accidents que vous avez. Et là, on va parler de réduction, on va parler de bonus, on va parler de malus. Mais il ne faut rien attendre de cette convention. Vous parlez de la responsabilité de l'assuré, je vous le répète, l'assuré n'est pas responsable. C'est lui qui paye. Mais simplement, il n'y a pas une politique de communication, d'explication. Donc, l'assuré, qu'est-ce qu'il considère l'assurance comme un impôt qu'il faut payer. Et tant qu'on ne sort pas cette culture d'assurance, vous allez en Europe, il va se serrer la ceinture, manger moins, mais il ne réduira jamais sa couverture d'assurance. Chez nous, il va demander le minimum de couverture. Ça veut dire pratiquement rien du tout. Et c'est pas normal. Moi, je vous dis pourquoi, quand on étudie les choses, on a quelque chose de merveilleux. C'est la solidarité sociale, c'est la solidarité familiale. Moi, je vous dis, il faut aussi maintenir ça. C'est une forme d'assurance. Quand est-ce que l'assurance prendra l'effet réel? C'est quand cette solidarité disparaîtra. Et malheureusement, on constate que cette solidarité, de plus en plus, elle est en train de disparaître. On a eu l'exemple d'un local où on a voulu lui expliquer pour l'assurance. Et bien sûr, l'assureur lui va montrer ce qu'on appelle la politique du pire. On va lui montrer une situation où il est dans une situation. On dit, imaginez que vous avez un incendie, tout disparaît. Comment vous allez faire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a les voisins, il y a la famille. C'est quelque chose de très important. Et ça joue réellement. En Europe, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de famille. Il y a la banque qui vous prête ou ne prête pas. Chez nous, la banque n'existe pas. Ne nous accorde pas de prêt. Mais il y a la solidarité familiale, il y a la solidarité sociale, qui est une forme primaire peut-être d'assurance, mais c'est une forme d'assurance. Je vous remercie, Cheikh Abdelaziz. On arrive au terme. يعطيك الصحة. Merci, Hassan. Merci aussi d'avoir participé au débat. Donc, je disais, on arrive au terme de la conférence. Encore une fois, merci à vous d'être venus. Merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère que vous allez nous encourager encore plus par votre participation, par vous mener tous les poids en présentiel, à développer encore de nouvelles thématiques, de nouvelles conférences et à inviter de nouveaux partenaires socio-économiques qui seront là présents pour nous donner un aperçu un peu de ce qui se passe au niveau actualité économique dans les différents secteurs qui pourraient vous intéresser dans votre carrière professionnelle, une fois terminer vos études ici à l'École supérieure de gestion de Anna. Voilà, merci à tous. S'il y a encore des questions, vous les posez dans la boîte de l'école. Le docteur Nahla va se charger de les recueillir et je suis prêt à venir pour y répondre, même à titre personnel pour chacun. Très bien. Les étudiants disposent normalement d'un compte question dans lequel ils peuvent mettre donc, on pourrait le transmettre et puis on pourra éventuellement vous inviter encore pour développer encore un point beaucoup plus précis et on restera toujours à l'écoute de nos étudiants dans les préoccupations concernant leur métier, leur carrière professionnelle une fois leurs études terminées ici à l'École supérieure de gestion de
Donc, au nom de monsieur le directeur de recherche, donc, je remercie monsieur pour la qualité de la présentation. Voilà. À bientôt, Inch'Allah. Merci à vous. Alors, si vous voulez faire une petite photo avec nous, pas besoin. C'est un plaisir. Oui. Alors, maman, arrêtez l'enregistrement. C'est ça. Voilà. Enregistrement sur l'instant qui est dans l'espace de Google.